La nouvelle saison approche et tu vas être au point sur les acteurs de notre Ligue 1, mise à jour sur nos présidents, directeurs sportifs et coachs. Il n'y a pas que les joueurs dans la vie, il y a les dirigeants aussi. Alors juste avant de commencer, évidemment que ces 3 qualifications ne sont pas les seules. Il y a les propriétaires, les scouts, les directeurs sportifs, les coordinateurs. Il y a un tas d'autres postes à responsabilité, mais le triangle qu'on a cité est peut-être la face la plus visible de l'iceberg. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail et parler de cela. En commençant par le RC Lens qui est l'un des clubs qui fonctionne le mieux en termes d'organisation. Joseph Ougourlian à la tête en tant que président depuis 2016. C'est l'un des meilleurs présidents de notre championnat. Le DS, c'est Diego Lopez, des coups de génie à son effectif. Roussanov, c'en est franchement la plus belle vitrine, acheté 100 000 euros peut-être, quelque chose comme ça, vendu 40-50 millions. Bon voilà. Alors ça peut quand même effrayer parfois les supporters parce que c'est une stratégie long terme. Acheter des jeunes joueurs souvent méconnus, ça donne des résultats souvent non immédiats et ça ne plaît pas toujours, c'est pas toujours compatible avec la mentalité d'un supporter qui vise les résultats souvent rapides. Pierre Sage en est le nouvel entraîneur, le nouveau chef d'orchestre de cet effectif et j'aime beaucoup ce choix-là après Will Steele et sa bad ending. Je pense que voilà, c'est un bon nouveau challenge pour un bon nouveau joueur qui colle à son effectif, sans expérience, notamment parce que Lens a vendu ses fortes valeurs marchandes parce qu'elle voit le trou financier, le gouffre arriver, donc elle se protège en vendant les joueurs qui coûtent plus cher et se reconstruire. Voilà quel est le projet lensois actuellement et je pense que c'est une bonne chose, une bonne mentalité pour traverser le périple qui arrive pour notre Ligue 1. Au SCO d'Angers, c'est Romain Chaban, le nouveau président depuis 2023. Il a pris la succession de son père qui n'est plus de la présidence en partie, entre autres plus ou moins à cause d'affaires extra-footballistiques pas nettes. C'est donc un jeune trio qui s'est formé parce que Boissier, le directeur sportif, est en poste depuis 2021 et du jeu depuis 2023, à peu près comme son président. Donc un nouveau triangle à la tête du SCO. Laurent Boissier est plutôt axé sur la formation. Pas trop le choix avec un club d'un tel budget. Et ce besoin de finances a eu des conséquences, notamment l'année où il a dû faire partir librement Thomas, Manso, Traoré, Mangani et qu'il a vendu Mohamed Ali Cho, Fulgini, Unai et Bouffal. Voilà, ça fait des mouvements, les finances obligent. Mais globalement, il a quand même le flair pour réaliser quelques bons coups. On peut citer Bentaleb, Unai, Jordan Lefort, libre tous les 3, ou Esteban Le Paul, qui sort d'une belle saison, pour 150 000 euros d'achat. Alexandre Dujeu, lui, ancien adjoint de Gérald Batic, notre sélectionneur des Bleuets, est aussi plutôt axé sur la formation, donc ça fait qu'on a un trio plutôt cohérent, avec la même vision des choses. Et là où la durée de vie d'un entraîneur de Ligue 1 est de 18 mois en moyenne, Dujeu commence à se pérenniser, plus ou moins. Les résultats ne sont pas exceptionnels, mais pas mauvais dans l'absolu. Donc pourquoi pas continuer comme ça. Notre Paris Saint-Germain champion d'Europe, avec notamment Nasser El Khelaifi, du coup, que vous connaissez probablement mieux que les autres, à juste titre. Alors c'est un homme dont j'approuve peu les idées, notamment concernant notre championnat. Mais bon, ça on pourrait en dédier une vidéo entière. Par contre, on pourrait quand même louer et vanter sa réussite et le fait qu'il ait au final réussi à obtenir ce qu'il voulait. J'aurais jamais cru qu'il puisse changer son fusil d'épaule, notamment sur sa politique des stars. Il l'a fait, chapeau. Luis Campos, lui, a été prolongé, enfin, sa prolongation a été tardive. Alors je ne suis pas un fan absolu dans l'idée. Encore une fois, on ne peut que féliciter parce que victoire finale en Ligue des Champions, c'était l'objectif. Il a été l'un des partisans, l'un des acteurs majeurs de ça, notamment avec quelques bons coups comme Vitinha et Joyaux Neves notamment. Mais pour la métaphore, j'ai un peu le sentiment que ces deux-là sont des joyaux dans un océan de coquilles vides qui font de Luis Campos un bijoutier et je trouve pas ça juste. Parce qu'avec les finances qu'a le club, en fait, il peut acheter à peu près ce qu'il veut, se tromper autant qu'il veut et avec tout ce qu'il a pu acheter, au bout d'un moment, tu tombes sur des joueurs qui réussissent. C'est-à-dire qu'on compte les réussites avec ces deux-là notamment,
mais faut pas oublier tous les échecs. Au bout d'un moment, quand tu as tirage illimité, tu tires les bons numéros au loto peut-être. Donc c'est un petit peu ça qui me dérange. Dans un club peut-être plus restreint, ce qui serait d'autant qualitatif, j'en doute. Je n'oublie pas les 80 briques posées sur individuellement Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos pour que ce soit au final 2 échecs, 2 joueurs remplaçants du club. Voilà, ça c'est des choses que seul le PSG peut se permettre. Ce que je ne peux pas lui enlever, c'est sa bonne entente avec le coach, c'est essentiel. Et puis avec Nasser, plus ou moins, sans rentrer trop dans les détails. Mais voilà, il travaille main dans la main avec Luis Enrique, et plutôt qu'il en fasse qu'à sa tête, qu'il amène des joueurs que le coach ne souhaite pas. Donc voilà, autant surfer sur la bonne dynamique. Luis Enrique, alors, juste avant ça, il s'appelle bien Luis Enrique et pas Enrique. Je pense que c'est important de le préciser. C'est un prénom composé, c'est pas comme Luis Campos qui pour le coup s'appelle Luis, nom de famille Campos. Donc Luis Enrique, pour le coup, j'étais l'un de ses premiers détracteurs, notamment à cause de son comportement envers la presse et notamment ses choix bizarroïdes jusqu'à la deuxième partie de cette saison-là. J'ai quand même l'impression qu'il a changé lui aussi son fusil d'épaule et que ça a été un choix totalement payant parce qu'il est clairement maintenant l'homme de la situation. Félicitations. Le PFC, le deuxième club parisien, attention, là aussi ce n'est pas un club rival du PSG, ce sont même 2 clubs amis plutôt sur le papier, c'est le même et unique club initialement. Il est donc dirigé depuis 2012 par Pierre Ferracci. Il envisage de quitter le club d'ici 2027, il voulait avant ça réussir à obtenir la montée en Ligue 1. Il est donc maintenant actionnaire minoritaire au profit de la famille Arnaud, qui a donc la majorité des parts du club. Et une fois parti, il devrait être remplacé. Alors la famille Arnaud devrait élire un nouveau président exécutif. Ils ne devraient pas, eux, se mettre à la présidence, mais élire quelqu'un. François Ferracci, c'est le fils donc du président, c'est le directeur sportif. Il est en étroite collaboration du coup avec la Galaxy Red Bull notamment. Par défaut, le coach Stéphane Gilly qui est là depuis 2 saisons, qui a donc obtenu la montée en Ligue 1, qui connaît pas, donc j'ai hâte de le voir, hâte de voir ce qu'il peut donner sur la plus haute marche du foot français. À Auxerre, le président se nomme Baptiste Malherbe, il est là depuis 2022, c'est un président de l'ombre, c'est pas moi qui le dis, c'est Guy Roux, donc c'est vrai. David Ventier occuperait le poste de directeur sportif plus ou moins, ça serait un DS externalisé plutôt. Alors il a des affaires extra-footballistiques peu reluisantes, donc apparemment son contrat va se terminer, on ne sait pas trop comment ça va se passer, même si on parlerait également d'une prolongation. Alors à l'heure où je m'enregistre, je ne le sais pas. Au moment où la vidéo sortira, peut-être que ce sera sorti. Il a quelques réussites à son actif comme Ahmed Junior Traoré ou Clément Akpa, mais c'est Julien Dubois qui devrait arriver du LOSC, le directeur sportif. Il était également recruteur à Lorient. Il a rencontré dans ses postes précédents justement Christophe Pélissier avec qui il s'entend très bien, donc un duo reconstitué, une bonne chose pour Auxerre. Et la finalité, c'est donc un club qui travaille intelligemment, comme depuis plusieurs années, ça saute aux yeux. Et du coup, Pélissier, on connaît déjà plutôt bien et je suis particulièrement en adoration sur ce coach. J'ai aimé cette saison, j'espère qu'il va pouvoir reproduire quelque chose de semblable. Au LOSC, maintenant, Olivier Létang, Sylvain Armand et Bruno Genesio. Un trio qui n'est pas méconnu du grand public, ce sont des personnalités plutôt connues. Tous les 3 se connaissaient déjà de Rennes, ils y ont travaillé ensemble à l'époque. Et j'ai pas spécialement besoin de détailler parce qu'on les connaît déjà pas mal. Ce sont 3 personnes qui travaillent bien ensemble, compétentes dans leur domaine et travailler main dans la main comme pour Auxerre, c'est toujours une plus-value immense et ça a l'air d'être le cas pour Lille. On passe à Lyon et alors là c'est un cas plutôt complexe, vous imaginez bien. Présidente Michel Kang, John Textor s'est mis en retrait. On ne sait pas encore le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je miserai quand même sur le fait qu'il se soit gentiment fait écarter, mais que ce ne soit pas son choix à lui. Alors Michel Kang, c'est une américaine d'origine sud-coréenne, une femme d'affaires redoutable, paraît-il, d'après les dires. Elle serait milliardaire et donc elle serait la gérante, la présidente des Lions depuis que Textor a vendu cet actif, c'est elle qui en est aux commandes. Donc sur le papier, pas forcément une mauvaise chose pour Lyon. Milliardaire, donc beaucoup plus riche que Textor. Et au sein du club déjà, elle connaît l'environnement.
Ça serait du coup une femme d'affaires redoutable, comme on l'a dit. Mais attention tout de même, on a vu déjà pas mal de bons hommes d'affaires et femmes d'affaires se casser les dents sur des clubs de foot. Et elle adopterait en plus de ça également un modèle de multipropriété, modèle qui fait tant jaser. Le positif dans ça, s'il faut en trouver, c'est que ça serait beaucoup moins suspect, beaucoup plus clair, pas de transfert bizarroïde comme Textor n'a cessé de faire. Tout serait beaucoup plus lisse et lisible, un petit peu aux allures d'un Strasbourg par exemple, où ça gêne beaucoup moins tout d'un coup. Le directeur sportif, il n'y en a pas, parce que Textor gérait tout lui-même. Alors si on devait en mettre un qui se rapprochait de ce poste-là, c'était Mathieu Louis-Jean, qui était plutôt le directeur du recrutement. Mais de toute manière, pas besoin d'en dresser un bilan, puisque Mathieu Louis-Jean avait les mains liées sous Textor, puisque c'est le président qui gérait la moitié des transferts, voire un peu plus, en faisant des transactions un peu louches avec Marina Keys de Nottingham Forest, lui qui aussi baigne dans des choses invraisemblables. Et Paulo Fonseca, dans tout ça, que va-t-il en advenir de lui? Il est interdit de banc jusqu'au 30 novembre, donc ça fait presque une mi-saison. Je pensais qu'il resterait cette saison, puisqu'il était le chouchou de Textor. Textor voulait à tout prix travailler avec lui, malgré la suspension, mais il n'est plus là. Donc suspension plus de potentiels soucis financiers, il y a des chances que l'on voit Lyon changer de coach avant la fin du mercato. C'est ce que j'imagine en tout cas. On vient enfin à un club un peu plus structuré, Brest, avec Dany Le Saint qui est remonté en Ligue 1, qui a fait qualifier Brest en Ligue des Champions, qui a accueilli, qui fait venir un nouveau stade pour 2027 dans le but d'accueillir des rencontres européennes et de ne pas jouer au roue comme ça a été le cas cette saison en Ligue des Champions. Donc c'est ambitieux et à la hauteur de leurs ambitions du coup. Grégory Lorenzi, c'est le directeur sportif depuis 2016, donc ça fait quasiment 10 ans comme le président. Il était ciblé par Arsenal la saison dernière, il n'y a pas été. Eux, ils cherchaient à remplacer Edu, le fameux directeur sportif parti à Nottingham, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt qualitatif et Eric Roy, prolongé jusqu'en 2027, le groupe est derrière lui, c'est un meneur d'hommes. Donc encore une fois, je mets l'accent sur la stabilité, ça fait du bien à voir dans un foot où tout change si régulièrement. Au Havre, c'est Jean-Michel Roussier depuis 2022, c'est l'ancien patron de l'OM notamment. Mathieu Bodmer, évidemment, c'est peut-être la figure la plus connue de ce trio, tant on connaît et on vante les qualités de son recrutement à bas coût. Réussir avec un tel budget à se maintenir en Ligue 1, on ne cessera jamais d'en vanter ses exploits, chapeau bas. Et le coach Didier Digard, et là pour le coup on sent une certaine synergie entre les trois, c'est frappant et c'est ce qui fait notamment le moteur du Havre. À Lorient désormais, notre nouvelle tête en Ligue 1, Loïc Ferry, président depuis 2009, c'est l'un des plus anciens de notre ligue. Laurent Koscielny, lui, était plutôt directeur sportif et Arnaud Tanguy, directeur général. Mais j'ai l'impression que c'est Laurent Koscielny qui occupe plus ou moins ce rôle de directeur sportif. Et Olivier Pantaloni, honnêtement, je maîtrise moins le sujet parce que je suis moins la Ligue 2 que la Ligue 1. Donc je ne demande qu'à avoir un avis plus personnel et approfondi au cours de la saison. Metz, c'est également le nouveau visage de cette Ligue 1 25-26. Bernard Serin aux manettes. Il est là depuis 2009 également, et on lui reprocherait de ne pas toujours tout faire pour exister et faire le poids en Ligue 1. Sur le rocher monégasque, Dimitri Ribolovlev, c'est le russo-chypriote qui dirige le club donc depuis 2011. Alors pour le coup, il est très peu présent au sein du club, et en petit couac, c'est qu'il met en jeu sa fortune personnelle, ce sont ses sous à lui, et il chercherait à vendre le club comme pas mal de présidents en Ligue 1. Sauf que s'il part, ça pourrait avoir des conséquences. Une stratégie basée sur la revente des joueurs, sauf que tu vas nulle part comme ça, tu peux tomber sur du coup des années exceptionnelles comme celle de Falcao, Mbappé, Bernardo Silva et compagnie, mais de cette manière tu n'écris rien, notamment avec tes supporters, et tes ambitions ne sont pas principalement sportives, donc ça fait simplement un club au-dessus de la concurrence de la Ligue 1 chaque année, grâce à ses moyens, comme le PSG par exemple, sauf que par rapport à eux, il n'y a pas réellement d'objectif de victoire, si ce n'est que le profit que peuvent générer les joueurs, ce que n'est pas le cas du PSG. Thiago Scuro, c'est le directeur sportif qui vient notamment du coup de finaliser le transfert de Paul Pogba. Il est à l'origine de certains coups intéressants, très intéressants même, comme Zakaria et Singo.
Il est plutôt en symbiose avec le coach et du coup on voit qu'il peut ramener de sacrés noms, de bons joueurs. On peut lui reprocher quand même parfois son retard, sa mauvaise gestion sur les timings de certains transferts. Il peut se montrer être un retardataire et du coup échouer quelques coups. Adi Hutter, j'ai beaucoup aimé à son arrivée, un peu moins désormais, notamment de par son leadership presque inexistant. On sent que c'est un bon tacticien plutôt, mais il n'a pas du tout la main mise sur son groupe. On sent que c'est les joueurs qui choisissent leur match. C'est ce qui fait défaut à Monaco depuis 2 saisons, même plus historiquement. Cependant, c'est un bon coach, je pense. C'est simplement pas le bon contexte pour lui, c'est ce que je crois. À Nantes, désormais, Valdemar Kita, en collab avec son fils Franck Kita, qui ont d'ailleurs pas mal de désaccords. Heureusement qu'ils sont père et fils, je crois, notamment l'histoire sur le cas Comboiré. Le DS, c'est Philippe Mao, mais au final, c'est un petit peu comme à Lyon, c'est plus le président qui gère les transferts. Donc bon, on va pas dresser de bilan pour Philippe Mao. Le nouveau coach, du coup, c'est Luis Castro. Il était à Dunkerque la saison passée et a fait beaucoup parler pour sa bonne saison avec l'USLD. Et alors, sur papier, ça me semble être une très bonne idée. Seulement, pour combien de temps? C'est ça la grande question, puisqu'ils ont tenté une amorce similaire avec Pierre Aristouille il y a quelques temps. Et au final, ça a duré au moindre mauvais résultat, ils l'ont fait sauter. Alors bon, mener un projet autour de ton entraîneur pour le jarter quelques temps après, j'ai peur que ça en arrive quelque chose de similaire pour Luis Castro. À Nice, donc, Jean-Pierre River en grand patron. Le DS, c'est Florian Maurice pour succéder à Ghisolfi. Je ne sais jamais si on dit Ghisolfi ou Ghisolfi. Et j'ai pas craint sa première saison, les ventes de Todibo et Thuram pour alléger la masse salariale et puis aussi parce qu'il le souhaitait. Puis pour faire venir dans la foulée Ndombele, Klose, Bombito, Abdelmonem, Abdi, Santa Maria, Moukoko. Bon, alors je pense que dans la globalité, c'était plutôt des bons recrutements. Forcément, ça peut pas être un 100% de réussite avec autant de joueurs recrutés. Moukoko notamment, c'était pas terrible. Mais franchement, sur le papier, je pense que quand tu vas le chercher, le résultat est pas bon, mais quand tu vas le chercher, je crois toujours que c'était une bonne idée initialement. Et Franck Hayes, on connaît bien, et ça a pas mal fonctionné. Il arrive en même temps que son directeur sportif, donc une petite cohésion s'installe. Et puis, ça s'est au final bien passé, se qualifier en Ligue des Champions. Hormis en Europe, ça a été catastrophique, mais bon, ils ont clairement fait l'impasse. À voir ce que ça va donner sur la scène européenne, parce qu'en Ligue 1, on sait que ça jouera entre la 6e et 3e place. À Rennes, maintenant, le président, c'est Arnaud Pouille, depuis moins d'1 an. Et du coup, le poste de directeur sportif, alors là, il y a des remous et du remue-ménage. Florian Maurice, du coup, est parti à Nice. Pour lui succéder, ça a été Frédéric Massara. Ça a été une catastrophe, il a fait moins d'1 an. Ça a été le fameux mercato d'été qui semblait être bien, qui a été au final catastrophique au Stuttgart et compagnie. Il a donc été remplacé par Loïc Désiré, qui était donc lui à Strasbourg. Et je pense qu'il en a eu un petit peu marre d'être un petit peu dirigé par Chelsea au final, plus que par lui-même. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce Rennes malade. Et Habib Beye, il a vu son contrat s'être prolongé automatiquement avec le maintien en Ligue 1, donc jusqu'en 2026. J'ai hâte de le voir sur une saison complète, si il dure la saison complète. À Strasbourg, désormais, le joli Strasbourg de cette saison, dirigé par Marc Keller à la présidence, le club appartient désormais à Blueco, c'est les propriétaires de Chelsea. Et la particularité, c'est qu'ils n'ont pas de directeur sportif. Il a été décidé que ce serait donc le président Keller et le coach Liam Rosenior qui, ensemble, en adéquation, choisiraient ce dont ils ont besoin. Et ce, du coup, depuis le départ de Loïc Désiré, tout récemment cité, du côté du Stade Rennais. Et du coup, Liam Rosenior, qui a réussi l'exploit d'une si belle saison avec un groupe si large et si jeune, ça devrait être la même cette saison, vu que l'objectif de Strasbourg n'est pas de performer, mais de générer des sous pour le grand frère. Et honnêtement, je suis pas si optimiste que ça pour eux, puisqu'on a vanté les louanges de cette multipropriété et des joueurs comme André Santos, qui a été très performant, ou Petrovic, par exemple, qui font du bien à la Ligue 1 et à Strasbourg. Mais par contre, si t'as pas de stratégie vraiment footballistique, au final, un groupe si jeune, Liam Rosenior a réussi à le faire, mais ça va te mener nulle part. Pareil pour le nombre, pour la taille de l'effectif. Et sans compter cette histoire de directeur sportif, tu dois mettre des gens compétents à leur poste. Ça suffit pas de dire au président et au coach
dites-nous ce dont vous avez besoin, on voit à peu près. À Toulouse, c'est Damien Comolli qui était le président. Il est parti direction la Juventus Turin et c'est Redbird, donc les propriétaires, qui devraient annoncer qui succédera au président. Moi, au moment où je m'enregistre, je suis toujours pas au courant de qui il s'agit, de si ça a été annoncé. Pas de directeur sportif non plus. Victor Besani pourrait suivre Damien Comolli à Turin. Donc franchement, ça craint un peu parce que c'est un club qui travaillait vraiment bien également il y a 2 ans. Je ne dis pas que d'un coup il travaille mal, seulement ne pas avoir son président ni son directeur sportif de fixer à ce moment-là de la période estivale, c'est prendre un retard considérable sur la concurrence, d'autant plus que c'est un club qui joue davantage le maintien que les places européennes. Et du coup, Carles Martinez-Novel, le coach, je pense qu'il va être complètement impacté par ce manque de stabilité au-dessus de sa tête, que ça aura un impact, les joueurs ne savent pas à quoi s'en tenir non plus. Honnêtement, j'y vois pas beau pour Toulouse. Et pour terminer, on va remercier l'Olympique Marseille pour un peu de structure, ça fait du bien, c'est clair, précis. Pablo Longoria a fait rentrer quelque part un vent de panique quand même et de nocivité pour lui, son club et ses sympathisants, en voulant éradiquer des maladies. Ça, je pense que c'est quelque chose qui lui servira de leçon, c'est pas une bonne idée, ça instaure une panique générale dans un club qui n'a vraiment pas besoin de ça. Et on l'a clairement senti épuisé, à bout de souffle cette saison, une saison qui est pourtant été plutôt calme sans Europe. Alors qu'est-ce que ça va être avec une Ligue des Champions, surtout si petit parcours il y a. Il va falloir l'aider et il va falloir qu'il souffle un petit peu pendant l'été, qu'on lui donne une semaine parce que ça va être difficile pour lui. Ceci étant dit, je me montre très critique, c'est pour en dire autant de bien, tant c'est un président que j'affectionne, il travaille vraiment bien, les sous sont bien investis de manière générale, il y a une certaine logique dans les choix sportifs et autres. Je rêverais d'avoir un président comme Pablo Longoria dans le club que j'affectionne moi, l'Olympique Lyonnais, c'est dit. Mehdi Benatia, ça aussi franchement c'est fantastique, c'est le directeur du football et c'est un excellent DS, un excellent directeur sportif, il a des contacts, je pense que ça c'est indéniable, et une force de persuasion qui doit être assez importante. Je doute pas du tout de ses qualités. Franchement, je crois que c'est un DS qui restera un petit temps à Marseille, mais qui aura l'occasion de voyager dans de clubs un peu plus structurés. Et Roberto De Zerbi, comment nier le fait que c'est un excellent coach. Franchement, l'OM est bien fourni à ce sujet-là. Mon petit doute, ça va être le palier Ligue des Champions. Je dis pas que c'est pas un coach calibre Ligue des Champions, je dis juste que son instabilité et le stress que ça génère peut l'amener à peut-être dériver. On l'a vu sur quelques frasques faire peur aux supporters la saison dernière alors qu'il n'y avait pas du tout lieu d'être. Encore une fois, la situation marseillaise était pourtant très stable et très calme. Vent de panique, encore une fois. Donc j'ai un peu peur de comment l'histoire peut se terminer. Si tu me dis que dans 3 mois il s'en va de lui-même parce que sur un coup de colère, j'y croirais. Donc voilà, bon coach, mais méfiance. J'espère que vous avez tout compris, que vous êtes au point maintenant pour suivre cette nouvelle saison de Ligue 1. Alors il y a peut-être bien 2-3 éléments, 2-3 choses qui ne sont pas exactement de cette nature-là. Les supporters de Angers par exemple en savent plus que moi. À ce moment-là, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires en quoi je me suis trompé. Voilà, j'ai fait au mieux. Maintenant, kiffez. Il n'y a pas que les dirigeants dans la vie, il y a les joueurs aussi désormais. Donc on va suivre ça de très près.